Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1101 de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 septembre 2025. Nous sommes toujours avec Jean-Christophe Béchet pour cette grande masterclass dédiée au storytelling en photographie. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Jean-Christophe, si on devait essayer de résumer, de synthétiser les informations importantes à retenir de notre discussion. Première question, qu'est-ce que cela signifie pour toi, raconter une histoire en photographie? Bah, ça nécessite déjà de choisir son champ de travail. Est-ce qu'on est plutôt dans le journalisme, entre guillemets, dans l'information, ou est-ce qu'on est plutôt dans, on va appeler la poésie, ou est-ce qu'on est plutôt dans une pratique auteur où le sujet est moins important que la forme? Et voilà, déjà savoir dans quel espace on est. Et ensuite, dans le premier cas, c'est de construire une histoire un peu comme un article de journal, ou même voilà, un peu plus, entre guillemets, comme un texte, avec un début, un milieu, une fin, et que les gens peuvent s'approprier, et qui raconte quelque chose d'assez précis, avec des légendes très précises. Et dans l'autre cas, je dirais que c'est plus de construire une mélodie visuelle, quelque chose qui fonctionne aussi sur l'émotion, sur la sensibilité, plus que sur le sujet lui-même. Et pour compléter ce que tu dis, Pascal Maître, qu'on a entendu au cours de notre discussion, qui se considère lui-même comme un storyteller, si on devait employer un terme français, lui, tout simplement, il parle de reportage, qui Bien dans son sûr, ouais. domaine, le photojournalisme, Absolument, c'est un paraît évident. photojournaliste. Voilà, c'est exactement. C'est vrai que le mot reportage est devenu un peu vague. Moi, j'aime mieux photojournaliste parce qu'il y a le mot journalisme dedans et donc Oui, information. Parce que moi, des fois, on me dit tes photos, c'est du reportage. Je dis non, non, moi, je suis pas un reporter en ce sens que je prends pas le nom des gens. Enfin, j'ai pas d'informations dans mes photos très concrètes. J'ai plutôt, voilà. Après, un ensemble de photos crée une information, mais pas forcément très figée. Et un photojournalisme, c'est très important, par exemple, sur la guerre actuellement en Ukraine, de savoir si le soldat, il est russe ou ukrainien sur une photo. La légende est capitale dans ces photos-là. Si quelqu'un voilà, fait une photo d'une ambiance dans un pays où il voyage, que la nationalité de la personne hum, qui est photographiée n'est pas aussi importante que ça, quoi. Jean-Christophe, raconter une histoire, c'est avec une ou plusieurs images? Ah ben pour moi, c'est forcément avec plusieurs images, mais c'est même pas des images, en fait, c'est de créer une voilà, série. Tu parlais. une série, mais un ensemble, quoi, encore une fois. Mais pour moi, enfin, vraiment, penser à la photo unique, c'est comme si penser à une page d'un livre, ou c'est penser à, je sais pas, voilà, je crois pas beaucoup à qu'on puisse dire grand-chose. Si on est sur une photo unique, on est forcément sur une appréciation purement visuelle. Ça peut exister, hein, mais c'est pas. Disons, sur une photo unique, en gros, c'est le spectateur ou l'acheteur de la photo qui va se raconter sa propre histoire. C'est pas l'histoire du photographe. C'est-à-dire que en tant que photographe, si on veut raconter une histoire, on a besoin de mettre plusieurs photos. Est-ce que tu peux nous donner quelques règles élémentaires ou éléments qui peuvent aider à construire un récit visuel et auquel il faut penser au moment de la prise de vue? Ben, je pense qu'il faut penser au moment de la prise de vue comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont écrire un scénario avant, qui vont être très précis dans ce qu'ils font. Ça, c'est une question de personnalité. C'est-à-dire, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui ont besoin d'être très cadrés avant de faire des photos. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui part au début un peu dans toutes les directions et puis qui resserre avec un premier editing, qui va retourner sur le lieu, retourner, et chaque fois faire des editings et finalement, entre guillemets, affiner son regard. D'autres ont besoin très rapidement, savent un peu ce qu'ils veulent faire. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut un peu se connaître, un peu savoir si on a besoin d'être très cadré ou d'être dans une espèce de liberté, mais qu'on va ensuite retravailler. Et puis, je pense que bon, bah, c'est la culture photo qui va faire ça, c'est-à-dire qu'aussi, bah, qu'est-ce qu'on aime, quoi. Dire, c'est vrai que si on aime des photos, je sais pas, voilà, faites dans une narration entre guillemets très poétique, si on est un fan de Bernard Ploussu, de Sol Leiter, tout ça, bon, bah, ça nourrit pas de la même façon que si on est plus proche d'une pratique journalistique ou d'une pratique purement conceptuelle, comme enfin, voilà, en photographie plasticienne. Dans tous les cas, on peut raconter des histoires. Des fois, l'histoire sera plus sur les gens qu'on photographie ou sur le sujet qu'on photographie. Des fois, il sera plus sur la personne elle-même. Nan Goldin est par exemple quelqu'un qui a énormément fait de storytelling. C'est tellement Hum, impliqué avec sa vie Très qu'en intime. fait, on connaît. Enfin, on parle souvent plus de sa vie et de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle dit
que visuellement de ce qu'il y a dans ces photos en termes, entre guillemets, photographiques. Oui, mais je repense à un livre que tu avais fait que j'aime beaucoup, qui est Influence, dans lequel Mmh. tu mettais en regard tes propres photos, Mmh. inspirées des styles des photographes que tu admirais. Ça peut être des Exactement. Friedlander, Exactement. Brassailles. Voilà, exactement. On est nourri de plein de choses. Et c'est vrai que voilà, et je pense que, mais pas forcément que là, j'avais fait sur la photo, mais ça peut être. Moi, je sais que quand je fais mon livre sur Tokyo, dans ma narration, j'ai pensé au film d'Ozu, enfin, le cadrage très bas, le moyen format, donc ça peut être du cinéma. Wim Wenders sur des photos de voyage, voilà, ça peut être des peintres évidemment, Edward Hopper, ça peut être Hockney si on veut travailler sur des lumières d'été et se dire tiens, j'ai envie de retrouver un peu cette ambiance dans une série, mais c'est vrai que faire une photo à la manière d'Hockney par exemple et puis une autre à la manière de Wim Wenders, ça n'a pas beaucoup de sens en termes d'histoire, on ne dit pas grand-chose, il ne faut pas copier, mais il faut s'inspirer et puis trouver son propre cheminement et c'est très compliqué d'exister avec une ou deux photos, parce que bon, on a forcément des références en tête. En revanche, quand on construit une mélodie, comme en musique, on arrive à créer son propre univers, je crois. Est-ce que tu peux nous partager quelques secondes, parce que je sais que tu as fait une formation de 7 heures sur le sujet, mais est-ce que tu peux nous partager une manière de faire, une technique pour appréhender l'editing, notamment avec cette phase de maturation d'1 année que tu préconises aux photographes et donc à nos auditeurs? Une année minimum. Voire plus. Mais c'est ça qui m'a un petit peu glacé tout à l'heure. Ah oui, non. Ne montrez jamais une photo dans l'année qui suit votre prise de vue. Attendez. Donc, et puis, non, je pense qu'il faut gérer le temps. Voilà, après, il y a des temps. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être pressé. Moi, je vois des gens. Alors, c'est vrai que des fois, je fais des stages. C'est drôle parce que je leur explique ça. Et puis, le stage finit dimanche à 17h. Et à 20h, il m'a déjà envoyé des photos. Une story sur Instagram. Qu'il avait avec déjà 20 photos. retravaillé. Voilà. Donc, après, c'est fait. Bon, après, une story sur Instagram, ce n'est pas vraiment le travail définitif. Ça peut être une espèce de teasing ou de trucs pour dire ce qu'on fait. C'est autre chose, quoi. Là, je parle de la série définitive. Non, il y a deux aspects. Il y a gérer le temps. Moi, je pense que la photographie a un rapport au temps. On va très vite quand on fait des photos, mais après, et si vous voyez plein d'œuvres, elles ont été découvertes longtemps après la prise de vue. Voilà. À Arles, cet été, on a vu des expos Laetitia Battaglia, les photos ont beaucoup... Louis Stettner et puis Todd Ido, tous ces gens-là, c'est des travaux, ça n'a pas du tout été fait dans les années qui précèdent. Battaglia, c'est la photographe qui a documenté la mafia. Ouais. C'était, voilà. Incroyable. Et, voilà. Et donc, voilà. Et la deuxième chose que je dis aussi, et qui est peut-être maintenant un peu... c'est passer par le papier. Donc ça, dans mes stages, j'insiste beaucoup, c'est-à-dire on ne peut pas faire un editing sur écran final, il faut passer par le papier. Et ça, tous ceux qui ont fait un stage avec moi peuvent témoigner, et maintenant il y en a beaucoup, qu'on ne peut pas faire un editing un editing final sur écran. Le premier editing, on est obligé, mais à un moment, il faut mettre les photos à côté sur la table et jouer à ce jeu de bonne taux, voir quelle photo va bien pour une expo, comme pour un livre. Et alors là, je suis catégorique. Il faut passer par le papier, même des mauvais tirages, des tirages sur des papiers de base. Ce n'est pas l'important que la qualité, c'est juste qu'on a besoin de ça pour construire son histoire. Et le papier n'est pas du tout que le produit final, il est aussi un produit intermédiaire essentiel, pour moi en tout cas, à l'editing photographique. Mais pas tricher sur le papier, c'est-à-dire tu en parlais, pas mettre des papiers de différentes textures pour pas... Si c'est pour soi, on le sait, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai que si on demande aux autres leur avis, si vous avez tiré 3 photos très bien tirées sur un beau papier et 2 photos, si vous demandez à des gens, ils vont toujours... il y a beaucoup de chances qu'ils préfèrent ça. Non, mais moi, j'utilise un papier tout venant et en A5 et je tire rapidement. C'est pas forcément très travaillé, mais l'idée, c'est aussi de connaître ces photos et le choix se fait... Et d'ailleurs, dans les stages à Arles, on fait 25 tirages tous les jours, quoi. Dans les stages, tous les jours, les stagiaires récupèrent 25 photos de la veille sur papier. Et si on ne fait pas ça, on peut pas faire on fait une expo au bout de 5 jours, mais on ne pourrait pas faire une expo. Enfin, moi, en tout cas, je ne pourrais pas. Et je mets au défi quelqu'un de faire un editing en mettant que des photos sur écran. L'écran est à la fois un ami, mais surtout un ennemi à la fin, quoi, parce qu'on n'arrive pas à visualiser entre guillemets, comment les photos dialoguent entre elles dans sa série, parce qu'une série, c'est aussi un dialogue visuel. Et même dans une pratique à l'époque du photojournalisme argentique, on était avec des diapos, alors ce n'était pas des tirages, mais ça revenait un peu au même. On mettait sur la table lumineuse et on regardait les photos à côté après, et puis là, il y avait la photo qui pouvait faire la double page, la photo de détail, le portrait,
Voilà, et l'histoire se construisait comme ça. C'était un carrousel de diapos, souvent de 80 diapos, mais on construisait l'histoire à travers. Et la diapo, en gros, c'est comme un petit tirage, quoi. C'est-à-dire on peut le manier. On a besoin d'objets physiques qu'on manipule et non pas d'images virtuelles sur un écran qui reste un état premier de la photo, mais pas l'état de la sélection finale et de l'editing. Bon. Et dernière question, Jean-Christophe. Est-ce qu'il faut, et si oui, à quel moment faire intervenir un avis extérieur dans la construction de son récit? Bah, je crois qu'il faut le faire intervenir quand on sait déjà ce qu'on veut dire, hein, qu'on a déjà bien travaillé dessus et qu'on est à un moment. Bah, par exemple, un curateur pour une expo ou un commissaire d'exposition, on emploie le mot qu'on veut, un directeur artistique, c'est essentiel. Enfin, si on a la chance d'avoir des gens qui peuvent nous conseiller, c'est essentiel parce qu'eux, ils vont apporter leurs compétences à la fin pour mettre en valeur le travail, en tout cas faire des propositions. Quand on me demande aussi, quand je fais des livres, pourquoi je travaille avec des éditeurs, aussi pour ça, parce qu'on a un regard extérieur d'un professionnel qui connaît aussi les contraintes, entre guillemets, techniques pour un papier. Là, j'ai pris, par exemple, pour ce livre, une reliure qu'on dit suisse pour que les doubles pages soient mieux gérées. Enfin, il y a aussi des choses qu'on ne maîtrise pas forcément quand on n'est pas spécialiste voilà, dans un montage. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un diaporama fait par les rencontres d'art, les projeter dans le théâtre antique avec des professionnels. Et bon, ben, voilà, j'ai vu comment ils travaillaient. Et c'est vrai que la gestion de l'ordre des photos qu'ils m'ont proposé était vraiment intéressant, quoi. Alors, c'est mes photos, c'est mon choix, mais eux, ils me donnent leur avis. Après, des fois, je disais non là parce que je trouvais que c'était vraiment pas ce que je voulais. Mais globalement, moi, j'aime bien les avis extérieurs à la fin et je vais respecter complètement le travail d'un commissaire d'expo, d'un curateur ou d'un éditeur parce qu'il m'apportera quelque chose. C'est quelqu'un avec qui je me sens aussi comment dire, en familiarité, voilà, esthétique et tout. Mais c'est important aussi de ne pas penser qu'on sait tout. Le métier de photographe est compliqué maintenant parce qu'on fait des photos. Avant, on faisait quasiment que des photos. Maintenant, on fait des photos, on doit faire des textes, on doit faire des maquettes, on doit trouver de l'argent, on doit faire, etc. Oui, mais c'est tout ça qui fait le storytelling à la fin, finalement. Et du coup, c'est bien de se faire aider, quoi. Et puis Mm. à un moment, il ne faut pas croire que moi, voilà, je pense que l'apport des autres, mais dans mon expérience personnelle, je dirais pas trop tôt, parce que si vous amenez 2000 photos à un Ouais. éditeur, il peut vous faire un livre qui est pas du tout votre livre, en fait, qui sera le sien. Et du coup, après, bon, il peut vous plaire, mais c'est toujours un peu frustrant de dire finalement, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Bon, on conclut là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Christophe.